Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois le docteur Simon Patry et docteur Morgane Lemasson. On va parler ensemble des électrochocs. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il est question de l'horloge biologique. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Ève Cardinal nous parle de sexualité et santé mentale. Alors, c'est le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Anaïs et la chanson s'intitule « J'ai retrouvé mon mojo ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mes invités qui sont le docteur Simon Patry. Bonjour, M. Patry. Bonjour. Bonjour. Et également Morgane Lemasson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc du Centre d'excellence en électroconvulsivothérapie du Québec. On va apprendre à connaître ce que c'est. On va évidemment parler de ce que vous faites. Peut-être je me tournerai vers Mme Lemasson. Comment on peut expliquer ou comment on peut présenter justement ce centre? Donc en fait, le centre d'excellence en électroconvulsivothérapie, je vais dire CECTQ, c'est l'acronyme. Ouais. C'est un centre qu'on dit d'études et d'expertise sur le CT, qui est l'électroconvulsivothérapie, donc communément appelé électrochoc. Électrochoc, oui. Et quand on parle de centre d'études et d'expertise, en fait, notre rôle, nous, c'est de nous assurer que les traitements sont donnés de la meilleure façon qu'ils soient, ouais. Et aussi d'augmenter nos connaissances sur cette thérapie-là. C'est un centre qui existe depuis longtemps, parce que les électrochocs existent depuis très, très longtemps au Québec, oui, je pense. Ça existe depuis les années... Ça a été fondé dans les années 38. Oui. Et puis, nous, le centre, c'est depuis 2012. Et puis, nos premiers projets ont commencé en 2013, en fait. OK, d'accord. Si je me tourne du côté du docteur Patry, c'est sûr que les électrochocs, je pense qu'on a entendu beaucoup de critiques par rapport à ça, surtout autrefois. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont frappé l'imaginaire aussi, que ce soit des films ou que ce soit des histoires qu'on a entendues au Québec. Comment, au moment où on se parle, dans les années 2000, on peut... parler d'électrochoc et peut-être de bien l'expliquer ou de voir comment ça a évolué. Là. En fait, le CT, c'est une pratique, évidemment, qui a évolué au même titre que n'importe quelle chirurgie ou comme n'importe quel autre traitement. Ouais. Donc, c'est sûr que ce qu'on voit dans les films, évidemment, autre temps, autre mœurs, que ce soit dans les films d'Alice Robbie ou Vol au-dessus de Denis de Coucou, il n'y a pas d'électrochoc au Québec qui se donne de cette manière-là, Dieu merci. Maintenant, c'est une technique, en fait, c'est une technique de traitement. Donc, c'est une thérapie. Ouais. Hein? C'est une thérapie médicale, donc dans un contexte médical, où on assure la sécurité du patient, au même titre que n'importe qui sera opéré. Alors, souvent, ça se déroule justement dans des salles d'opération. Alors, le patient est endormi et habituellement, c'est pas habituellement, mais... toujours, le patient est endormi et c'est donné, c'est indolore, c'est-à-dire que le patient ne ressent aucune douleur. Et on fait maintenant aussi ce qu'on appelle des calibrages de l'électricité. Donc, plusieurs techniques maintenant. On peut faire varier plusieurs paramètres de l'électricité qui fait de sorte qu'on veut justement minimiser les effets secondaires. C'est un traitement, je rappelle aussi, qui peut sauver des vies parce que il peut arriver des fois, par exemple, des situations cliniques très complexes où un patient est dans un malade à un point tel qu'il peut mourir. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un traitement pas de dernier recours, mais un traitement quand on essaie beaucoup d'autres choses avant? En fait, c'est pas... j'aime pas le terme dernier recours, parce que c'est comme si c'était final. J'ai hésité avant mais en fait, c'est un traitement... si on suit les algorithmes du traitement, par exemple, de la dépression,
Ben, c'est sûr que le CT va venir plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir essayé de la pharmacologie, même de la psychothérapie, etc. Donc, le CT va arriver finalement dans les dernières étapes, finalement, du traitement de la dépression. En soi, c'est pas un traitement de dernier recours parce qu'il existe des situations où il faut que le CT soit donné rapidement puisque la vie du patient est compromise et c'est très dangereux. Donc, à ce moment-là, c'est pas du dernier recours comme tel, vous comprenez? Non, absolument. Madame Lemasson, est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'on peut, ou sinon si le docteur Patry veut mais un ou l'autre, comment ça se passe? Vous parlez justement que les gens sont il y a une anesthésie. C'est comme une Alors opération. Le patient arrive, il peut arriver sur pied, il peut arriver de chez lui, il peut arriver de l'hôpital, il n'est pas obligé d'être hospitalisé pour recevoir ce traitement-là. Donc il est rencontré souvent par le personnel infirmier. C'est comme une opération, donc on va lui mettre une jaquette d'hôpital, etc. Et ensuite, on va lui installer un soluté, on va lui poser quelques questions, prendre des signes vitaux qu'on appelle, c'est-à-dire la pression, savoir si le patient a une bonne quantité d'oxygène dans le sang, mesurer son rythme cardiaque, etc. Et là, ensuite, il rencontre le médecin où on fait il a déjà été évalué auparavant, mais où on fait à toutes les fois que le patient va venir une évaluation médicale, à savoir si le patient est consentant à recevoir ce traitement-là. On vérifie à toutes les fois si le patient veut encore recevoir le traitement. Donc, la personne pourrait retirer son consentement à tout moment. Au moment où la journée où il va. Oui, monsieur. Ouais. Le consentement, c'est vraiment un élément très important parce que c'est le début c'est ça, du traitement. Il est ce qu'on dit libre et éclairé. C'est la personne qui consent doit... elle conçoit, c'est son libre arbitre. Elle doit choisir d'avoir ou non la thérapie. Et puis, elle doit être informée de tous les éléments, c'est-à-dire qu'est-ce que le CT, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a d'autres alternatives de traitement possibles, est-ce que... quels sont les bénéfices et les risques. Donc, et à tout moment, donc c'est un consentement qui est écrit, et puis aussi parce qu'il y a une anesthésie générale de courte durée, de 5 à 10 minutes, donc on est obligé de donner un consentement pour toute anesthésie. Et... mais la personne peut verbalement la retirer. Voilà. Donc, un jour, elle vient et puis elle dit, moi, j'en veux plus. Je retire mon... Elle doit refuser. Alors, tout de suite, pour poursuivre dans la lignée qu'on était, donc, on vérifie tout ça, puis ensuite, le patient va rencontrer l'anesthésiste, va être endormi. On va s'assurer qu'il est bel et bien endormi, etc. Et là, ensuite, on va délivrer le traitement. Et qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce que vous visez quand vous faites vous parlez tantôt un peu de champ électrique ou de courant électrique. On vise des zones du cerveau. Qu'est-ce qu'on veut comme En fait, le CT, il y a plusieurs théories qui expliquent son efficacité, c'est-à-dire, et la principale des théories, c'est la théorie suivante, c'est-à-dire qu'elle est comparable à l'action des antidépresseurs. C'est comme si à un moment donné, les médicaments n'étaient pas suffisamment puissants et que finalement, cette électricité-là, finalement, va faire une stimulation finalement de tous vos neurones, va améliorer finalement ce qu'on appelle, nous, les messagers, c'est-à-dire la communication finalement entre les neurones et qui va faire que le patient va s'améliorer. Donc, c'est un peu global. On ne vise pas des zones du cerveau. C'est un peu l'ensemble. C'est-à-dire que c'est sûr que plus dans le détail, on va viser certaines zones cérébrales qui sont incriminées plus dans la dépression. Mais en général, je veux dire, si on va avoir une explication pour les gens, c'est-à-dire que c'est une action analogue à celle qu'on aurait avec des antidépresseurs extrêmement puissants, par exemple, alors qu'il ferait de sorte justement qu'on peut sortir de cette dépression-là. C'est plus rapide. Et aussi la rapidité, ben oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que d'abord, il y en a beaucoup qui se donnent ces temps-ci? Est-ce qu'il y a beaucoup d'électrochocs? J'emploie ce mot-là, c'est comme plus on simple. A fait avec le CCTQ justement une étude avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, et on a répertorié environ 600 à 800 patients qui avaient eu de l'ECT. Au Québec au complet? Au Québec au grand complet. Annuellement. Ce qui représente à peu près 0,08
10% des gens souffrant de maladies mentales qui ont recours à ce traitement-là. Alors, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, parce qu'il y a des groupes, c'est sûr qu'ici, on essaie de donner la parole à tout le monde, mais on veut surtout comprendre. C'est bien correct aussi. C'est bien correct, mais il y a des groupes qui semblent dire qu'il y en a encore trop, puis ça ne doit pas se comparer, c'est sûr, qu'auparavant, là, en termes de technique. Mais, non, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas une thérapie qui est fortement utilisée. Nous, dans notre étude avec l'INSPQ, qui datait de 1996 à 2013, on avait vu qu'il y avait une diminution à partir de 2003 des ECT. On va réévaluer ça par la suite pour les années précédentes. Mais donc, c'est pas une thérapie qui est vraiment énormément utilisée, surutilisée. Ça, Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où ça se donne à Montréal? Est-ce qu'il y a des endroits plus spécialisés où tous les hôpitaux en ont? Il y a des endroits où ils en donnent plus. Par exemple, à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, il y avait l'hôpital Sacré-Cœur. Au niveau McGill, il y a le Douglas, il y a l'hôpital général de Montréal. C'est assez répandu. Là. Donc, c'est assez répandu. Il y a à peu près au Québec 46 centres, en fait, qui délivrent des CT. À différents niveaux, évidemment, si on est à Montréal, vous comprendrez qu'il y a un volume plus important. Puis à Québec, même chose, à comparer à d'autres. On vous a invité aussi parce que je pense qu'il y a un groupe de discussion, un groupe d'études de ça qui est en cours. Alors ça, vous visez quoi? Parce qu'il y a plusieurs représentants qui participent à ces discussions-là, des gens de la communauté, des gens du milieu médical. Donc nous, en fait, on va travailler sur plusieurs des aspects, l'amélioration des soins, l'enseignement et la recherche. Et puis, donc, on a plusieurs projets. Par exemple, on a amélioré le consentement. On augmente les outils patients pour les patients et les proches, les outils d'information, donc pour les aider à prendre leurs décisions. On va travailler sur l'amélioration de l'enseignement. On va travailler, donc on fait actuellement un cours sur le CT. Et on va essayer de collecter aussi des informations, des données provinciales. Donc, je pense que c'est de ça que pour avoir un bon portrait. C'est ça, pour avoir un bon portrait. Et à chaque fois, on va travailler avec différents experts, que ce soit des chercheurs, on fait aussi de la recherche, bien sûr, des chercheurs, le gouvernement, des professionnels de la santé, des psychiatres, mais aussi des proches et puis des patients partenaires. Vous attendez-vous à avoir à produire des recommandations? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y aura toujours des choses à améliorer dans tous les domaines, mais est-ce que c'est un des buts aussi de dire, essayons d'optimiser cette approche-là? En fait, le but aussi du CTQ, c'est justement d'avoir le portrait le plus précis possible pour pouvoir justement ressortir les points forts et les points faibles et évidemment toujours viser l'amélioration et l'excellence. On est un centre d'excellence, alors on est un centre qui visons l'excellence. Alors, et s'assurer justement que les bonnes pratiques en électroconvulsivothérapie soient faites partout au Québec. Que vous soyez à Montréal ou que vous soyez, peu importe, là. Alors, dans un centre où ce qu'ils vont vous en délivrer, alors vous avez le droit finalement d'avoir d'aussi bons ECT dans n'importe quel centre, au même titre que la chirurgie ou autre. Et puis, il y a toujours moyen d'améliorer. Je pense que la pratique est très, très bonne au Québec. Mais par exemple, pour la collecte des données, nous, on essaye de mettre en place un système de collecte de données sur le CT, c'est-à-dire qui sera informatisé. Donc, à chaque fois que quelqu'un aura un ECT, on va avoir un certain nombre de renseignements sur sa maladie, mais aussi son traitement, la quantité d'électricité qu'il a eue, l'anesthésie. Actuellement, on a ces données, mais c'est sur papier. Donc, nous, on voudrait les avoir informatisées pour après travailler sur l'amélioration c'est plus facile à consulter pour tout le monde. Sur la recherche, sur l'enseignement. Donc, vous voyez, puis dans le monde, il existe 2 systèmes comme ça. Donc, c'est pas courant, mais c'est vraiment... C'est travailler pour toucher l'excellence. Il reste très peu de temps, quelques secondes, mais les gens qui veulent en savoir plus, on peut s'informer, je pense. Vous avez sûrement un site web ou des références. On peut, justement, si on veut en savoir plus sur la question. Vous pouvez aller sur notre site www.ceectq.ca. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Merci. C'est une belle entretien. Donc, Dr Simon Patry et Dr Morgane Lemasson, c'est ça? Donc, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup de nous avoir invités. Bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604.
990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, tu nous parles de l'horloge biologique, la fameuse horloge biologique. Oui. L'horloge biologique, l'horloge interne, oui. Ouais. C'est un article qu'on a pris sur le site santémédecine.journal des femmes. Mais les hommes et les femmes ont cette horloge biologique. Oui. Ça traite des deux sexes dans l'article? Ben oui, parce que comme je te dis, les hommes et les femmes ont une horloge biologique. Parce qu'on parle souvent de l'horloge biologique dans le sens une femme qui veut enfanter, par exemple, mais c'est souvent ça. C'est autre chose. C'est autre chose dans ce cas-ci. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que l'horloge biologique est un élément de notre organisme qui génère un certain nombre de réactions biologiques régulées par cycle. Autrement dit, c'est quand on s'endort, quand on a faim, etc. Et son centre de régulation se situe au niveau de l'hypothalamus, une glande localisée au niveau de l'encéphale. Ça s'appelle aussi l'horloge circadienne. C'est un terme que j'ignorais. Tu vois, même moi, j'apprends des choses. Oui, c'est probablement dire ce qui veut dire que le temps du jour et de la période où ce que les humains sont à leur meilleur. Oui, les animaux en ont une, d'ailleurs. Cette horloge règle notamment aussi la température corporelle et le cycle de veille et de sommeil avec le réveil survenant le matin et l'envie de dormir le soir. Il existe également un rythme circadien au niveau de certaines hormones, notamment le cortisol. Parlons maintenant de décalage horaire. En cas de voyage avec décalage horaire, toi, Yvan, tu voyages beaucoup. L'horloge biologique met plusieurs jours à se réadapter au changement de luminosité et d'horaire. Surtout l'horaire, oui. Oui, ça, j'imagine. Si tu te déplaces seulement avec d'un fuseau horaire, c'est pas trop grave. Oui, ça. Si tu vas en Corée, c'est autre chose. Oui, ou si tu voyages en Islande au milieu de l'hiver où il fait noir pendant 20 heures. C'est sûr que ça nous affecte, c'est certain. Parlons maintenant, les rythmes circadiens d'une durée avoisinant les 24 heures sont contrôlés par une horloge interne. Le signal, on appelle ça le signal photopériodique grâce à la rétine, grâce à l'œil. La synchronisation de l'horloge interne sur 24 heures est effectuée par une composante externe, c'est-à-dire l'environnement, et par une composante qui est complexe, qui a rapport avec les facteurs génétiques. Maintenant, une question. Le monde appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? Oui, on nous a souvent dit ça. Je sais pas, moi j'ai peur du matin. Est-ce un mythe? J'ai toujours trouvé aussi qu'il y avait des gens de matin, des gens de soir. Moi j'ai peur du matin. Je sais pas pourquoi je suis pas à mon meilleur, puis je sais pas, la période me fait peur. On dirait que quand on s'éveille, on est souvent comme déprimé, on aurait voulu dormir un peu plus. Mais maintenant, c'est un article d'après Mme Isabelle Burguin de l'agence Science Presse. Elle est journaliste. Elle nous dit « Le monde appartient-il à ceux qui se lèvent tôt? » La célèbre phrase que l'on doit à Benjamin Franklin ciblait plus précisément la santé, la richesse et la sagesse. On dit en anglais « Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. » Donc, tôt au lit, tôt à se lever, ça rend un homme en santé, riche et intelligent. Oui, mais pas mal plate. Je trouve que les noctambules sont plus drôles, les nocturnes sont plus drôles. Probablement, comme on dit, ils ont un plus grand côté ludique, là. C'est possible. Si les témoignages sont sur les avantages de se lever dès le chant du coq abondent, les données, elles, sont minces. Une étude britannique réalisée en 1998 sur 1229 personnes, en se référant précisément à la maxime de M. Franklin, n'est pas parvenue à démontrer qu'un style de vie particulier, c'est-à-dire être du matin ou du soir, influençait la santé, le statut socio-économique ou les performances cognitives. Je pense que ça dépend à quelle période la personne est à son meilleur, au maximum de ses capacités. Exactement, c'est ça qui fait la différence. Martin Junot, qui est cardiologue à la tête de la direction de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est un long titre, estime plutôt que c'est le nombre d'heures de sommeil qui compte et non l'heure du coucher ou du lever. Une récente prise de position de l'Association américaine des maladies du cœur, dont la mission est de sensibiliser
sensibilisés aux maladies cardiovasculaires abondent dans le même sens. Ces experts recommandent donc un minimum de 7 heures par jour pour maintenir une bonne santé et réduire les risques de maladies du cœur. Pour M. Angelo Tremblay, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en activité physique, la courte durée du sommeil s'avère le facteur numéro 1 du risque de surpoids. Ça, c'est du nouveau pour moi. Oui, c'est sûr. Puis aussi, ça amène aussi beaucoup de problèmes d'apnée du sommeil aussi, qui fait mal dormir les gens, le surpoids. C'est aussi ce que concluent de récentes études québécoises sur l'étude des familles de Québec. En plus du surpoids et des troubles qui l'accompagnent, dormir trop ou trop peu est souvent associé à un plus haut risque de mortalité, comme le rapportait en 2009 une étude sur la question. Une plus grande exposition à la lumière dont se prévalent les lève-tôt serait également un gage de bonne santé, ajoute M. Tremblay, ce qui lui fait suggérer que la maxime de Benjamin Franklin peut incorporer différents facteurs dont l'influence de chacun est difficile, en fait, à caractériser. On a souvent dit, c'est ça, que la lumière naturelle était mieux. De ce côté-là, je trouve aussi que c'est une bonne chose, mais je suis aussi d'accord avec Ghislain qu'il y a des gens, on dirait, qui sont plus de soir. Oui, moi, j'ai de la difficulté très tôt le matin. C'est ça, bon, on va y revenir. De toute façon, c'est quand même en 2 parties. Donc, dans l'Espresso allongé, l'horloge biologique avec Pierre Ghislain et moi-même à Folie Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous présente son sujet « Sexualité et santé mentale ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur l'horloge biologique. Vous entendrez aussi en chanson Senja de La Féline et Windigo d'Alexandre Desilets. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. Je suis en compagnie maintenant de Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Bienvenue encore une fois à notre micro. Tu as une chronique encore une fois intéressante et peut-être plus, je dirais, tu vas un peu plus loin dans le côté santé mentale et dans le côté humain. On va parler aujourd'hui donc de sexualité et santé mentale. Dit comme ça, c'est assez large, mais on va aller assez intensément dans le sujet. Donc, comment tu peux nous commencer cette chronique-là? Justement, on va... Bien, si en fait les auditeurs pouvaient me voir au micro, je suis un peu gênée. Je suis pas habituée vraiment. En fait, parler de sexualité, c'est pas en soi quelque chose, ni de santé mentale. Mais là, le mix, c'est un petit peu... Deux sujets extrêmement tabous. Tabou particulier, mais en fait, il faut qu'on en parle, puis il faut qu'on en parle parce que c'est bien d'en parler et c'est sain de le partager. Juste, c'est comme une petite prémisse là, pour adoucir le tout. La maladie mentale, c'est encore aujourd'hui un sujet tabou. Ça, on le sait. Ça fait 25 ans que en fait, l'équipe travaille là-dessus. Et c'est controversé malgré le fait que 20% de la population souffrira d'un problème de santé mentale à un moment
ou à un autre. Alors, à partir de là, on peut s'imaginer que la santé sexuelle, la santé au niveau de la libido et de tout ce qu'on va parler plus tard peut s'en ressentir et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est quoi les impacts? C'est quoi les effets? Souvent, c'est ignoré, on n'ose pas en parler, on a peur de parler de médication, on a peur de parler des symptômes. Qu'est-ce que ça fait? Alors, on est là, en fait, pour en parler aujourd'hui. Oui, parce qu'on nous a déjà rapporté dans le passé que la prise de médicaments en santé mentale, et même sans la prise de médicaments, quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans son assiette, qui n'est pas bien, je pense pas que son premier intérêt va être la sexualité. Là, ça va être comme devenir quelque chose qui est loin dans ses priorités. Mais quelqu'un qui est médicamenté, il y a des effets directement aussi sur le côté sexuel. Mais en fait, si je comprends bien à la lumière de mes lectures, c'est un peu les deux côtés de la médaille. Quand tu as le rhume, t'as pas tellement le goût ou t'as mal à la tête, t'as pas vraiment le goût de commencer à t'envoyer en l'air. Hein? OK, on va le dire comme ça. Ouais. Puis quand tu prends des médicaments, tout ça, ben t'es un peu à plat, puis t'as pas trop le goût non plus de t'envoyer en l'air encore une fois, mais si je peux vulgariser. Donc, effectivement, Yvan, la maladie mentale, la santé mentale est très, très importante au niveau des effets de la sexualité. On peut parler d'effets au niveau des médicaments, on peut parler d'effets au niveau aussi des symptômes. Donc, si je prends quelques exemples, par exemple, au niveau de la schizophrénie, hein, les effets, les symptômes qui peuvent engendrer un peu de paranoïa ou des craintes peuvent engendrer une paranoïa au niveau de la sexualité. Les troubles de la personnalité peuvent engendrer effectivement des comportements sexuels à risque. À l'inverse, beaucoup de comportements sexuels plus à risque. La dépression, c'est comme une grosse grippe saisonnière, tu n'es plus capable de rien faire, peut entraîner une baisse de la libido et parallèlement, effectivement, certains médicaments. Puis là, aujourd'hui, je ne les nommerai pas, parce que c'est pas notre rôle ici à la radio de les nommer, mais peuvent effectivement entraîner des effets sur la libido et sur l'estime de soi, la perception. On parle souvent d'un gain de poids, hein, dans le cas des médicaments notamment qui empêchent beaucoup une certaine activité sexuelle en raison de l'estime de soi. Et parlons pour vrai des résultats physiologiques. Il y a beaucoup de baisse de libido chez les femmes et de lubrification, hein, parlons-en au niveau des antidépresseurs. Donc, tout ça. Beaucoup d'effets secondaires physiques sur ces médicaments-là, Oui, tout à fait. Puis, au niveau de la médication aussi, il y a des problèmes érectiles, il y a aussi des problèmes d'humeur. Donc, tout ça, ça interfère sur comment on vit ça et surtout comment le conjoint peut le vivre aussi. C'est ça. On est très loin d'une situation optimale là, pour un couple là, quand on parle de ça. Donc, avec tous ces facteurs-là, si la personne a à la fois des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes d'estime de soi, quand on part assez loin là, en termes pour pouvoir justement avoir une vie normale. Là. Bien, si on part avec la prémisse que chaque être humain n'a pas 100% confiance en lui, au niveau physique, tout ça, quand tu souffres d'une problématique de santé mentale, des effets secondaires des médicaments et de l'incompréhension d'un entourage du conjoint, ça peut devenir en effet très difficile. Oui. Tu veux, je pense, aborder aussi le côté, parce qu'il y a des gens, il y a encore de l'hospitalisation qui se fait. Il y a encore des gens, il y en a moins. Là, il y a moins de gens qui passent des longues périodes au niveau de l'hôpital. Là. Avant ça, il y avait beaucoup de lits qu'on appelle, là, des gens qui demeuraient à l'hôpital. Mais il y en a encore. Et puis ça, c'est un tabou, je pense, de la sexualité pour les gens, parce que les gens sont hospitalisés en santé mentale pour une longue période, souvent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, écoutez, comme je te dis, Yvan, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais effectivement, il y a énormément de tabous en institution. Hein? On pense que ces gens-là ou les personnes qui ont des problématiques de santé mentale ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Donc, à ce moment-là, on respecte pas qu'est-ce qu'ils vivent. On dit que souvent, il vient plutôt de ce que les institutions imposent aux patients. Donc, on parle de pas beaucoup de communication au niveau de la prévention, au niveau des relations sexuelles, justement la prévention au niveau des maladies transmissibles, de la contraception, de l'évolution de la santé mentale, de comment ça va faire, de la reproduction, de la santé reproductive. Et pour ça, une très bonne ressource, c'est le Centre de santé des femmes, hein, qui aide beaucoup les femmes qui ont des problématiques de santé mentale, de violence psychologique, de violence familiale et de retard
psychologique ou neurologique, à consulter, à s'informer. Parce que la santé reproductive des femmes, c'est quelque chose qui est très important puis qui est quelque chose qui est une responsabilité collective, mais il y a des ressources pour ça. D'après ce que tu as lu ou ce qu'on t'a dit ou ce que tu as pu apprendre, ça se passe comment? Il y a des gens qui ont des relations sexuelles dans les milieux hospitaliers en santé mentale? Écoutez, de ce que j'ai lu, bien évidemment, je veux dire, on n'est pas fait en chocolat, je veux dire, on est dans un... Oui, il y a des désirs. Par contre, de ce que j'ai lu, et là, faudrait comme approfondir en la matière, mais oui, il y a des relations sexuelles, il y a des gens qui ont des désirs, l'amour, je veux dire, ça s'apprend pas à l'extérieur, à l'intérieur d'un hôpital. Souvent, malheureusement, il y a peu de ressources pour encadrer ces personnes, leur expliquer aussi comment vivre ça, parce que quand tu as une problématique de santé mentale, les émotions sont, comme mise à l'épreuve, si on peut dire. Donc, souvent, les intervenants sont dépassés, manque de ressources, manque de temps. Mais heureusement, il y a de plus en plus de sexologues qui font partie de l'équipe pour justement vivre avec ça, parce que la sexualité fait partie de l'être humain. Que tu sois malade ou non, si tu as le cancer, tu as des désirs pareils. Donc, un peu comme ça, oui. C'est ça qui est difficile à comprendre, parce que c'est ça, le personnel, je me mets dans la peau de ces gens-là. C'est pas évident à gérer dans un hôpital. Tu n'es pas supposé avoir... tu es supposé être un endroit à sexuer quasiment, là. Pas de... Mais on parle d'une autre réalité. On parle de gens, oui, qui ont des problèmes de santé mentale, mais que physiquement ne sont pas nécessairement en mauvaise santé. C'est juste qu'ils ont besoin de rester là, d'avoir un certain suivi en milieu hospitalier. Puis comme tu dis, la nature est existante, donc c'est quand même c'est tabou. C'est certain que ça doit arriver. Bien, la santé mentale fait en effet partie de la santé physique et psychologique. Donc, tu sais, à partir de ce moment-là, si on ne comprend pas, mais tu sais, on comprend encore qu'il manque beaucoup de ressources à partir de ce niveau-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on a une problématique de santé mentale ou peu importe, il y a une dichotomie au niveau du désir sexuel et de la réalité. Okay. Donc, il faut des intervenants qui nous expliquent aussi, pas qui nous expliquent, qui nous font apprivoiser ce qui se passe entre le désir, la réalité. En santé mentale, des fois, on a des psychoses, des fois, on a des impulsions. Donc, il nous faut de plus en plus d'intervenants. Il faut qu'on puisse... en fait, la sexualité fait partie intégrante de la vie, donc qu'on puisse, en fait, arrimer ces deux réalités-là. On m'a déjà dit aussi qu'apparemment, dans le cas de filles qui sont en âge d'avoir des enfants, il y aurait une médication, c'est vraiment ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est la réalité, mais qu'il y aurait comme une contraception qui serait donnée pour prévenir des grossesses, parce que on voit le portrait, là, personne qui est hébergée dans un service de santé mentale en milieu hospitalier, puis qui tombe enceinte, ben, je veux dire, ses proches, ils doivent dire, bon, ben, on doit avoir une certaine protection. Alors, c'est ce qu'on m'a déjà dit, mais je ne sais pas si c'est le cas. Là. Bien, en fait, je ne suis pas spécialiste en la matière, Yvan, mais tu as totalement raison de soulever cette question-là. Puis, il y a toujours des spécialistes qui peuvent aborder ces questions-là délicates. En fait, le mot d'ordre, c'est qu'en tant que conjoint, que patient, que médecin, qu'intervenant, il faut en parler. Il faut briser la glace, il faut parler de ces choses-là parce que ce sont des choses normales de la vie. Puis tu as totalement raison de poser cette question-là. Puis ça, ben, en fait, j'ai pas la réponse, puis j'aimerais ça l'avoir, mais j'imagine que oui, effectivement. Parce qu'il y a toujours le choix aussi d'avoir un enfant ou non, hein, quelle que soit sa condition. Donc, ça, j'ai pas de réponse, mais elle est très pertinente. Mais l'important, c'est d'en parler, de briser la glace parce que, quelle que soit la problématique de santé mentale, on est toujours touché par ces questions-là et en fait, ça fait partie de notre vie à tous et chacun. Mm-hmm. Justement, Ève, je pense que tu as aussi une statistique intéressante en rapport à la santé mentale et la sexualité. Oui, puis en plus, malheureusement, une statistique fort peu intéressante, c'est qu'il y a 33% des répondants qui souffrent de problématiques de santé mentale qui disent qu'ils n'ont pas eu de contact sexuel au cours des 12 derniers mois. Ouais. Donc ça prouve qu'en fait, il y a un mal-être, puis il y a un mal-être à avoir cette problématique-là en termes de santé mentale et que ça vaut la peine qu'on y prenne, qu'on y porte attention. Et aussi au niveau de l'entourage, hein, la sexualité fait partie des besoins de tout être humain, donc qu'on soit malade ou non. Alors imaginez quand on a une problématique de santé mentale et que en fait on a
un problème aussi de connexion au niveau de la santé sexuelle. Donc, c'est important là, à prendre en considération. Comme tu dis, c'est une statistique intéressante, mais pas intéressante dans le sens que c'est plutôt déprimant. C'est malheureux. Intéressante en termes de chiffres, mais malheureux en termes d'impact. Pour le savoir. Je pense, Ève, qu'il y a des ressources spécialement pour ces problématiques-là, donc santé mentale et sexualité. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que tu as trouvé? Bien, en fait, Yvan, il y a l'AFPAM, qui est la Fédération des familles et des amis des personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale. La FAPAM, oui. Oui, la FAPAM, merci. Ça, c'est toujours utile. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Ça s'appelle l'Accolade santé mentale, qui parle particulièrement, en fait, qui approche une clientèle au niveau de la sexualité reproductive et de la sexualité en termes de santé mentale. Et il y a toujours le Centre de santé des femmes, qui aide beaucoup de personnes au niveau santé mentale, physique et biologique. Tout ça est trouvable sur le web. Là, si on fait une recherche sur l'Accolade, la FAPAM et le Centre des femmes. Tout à fait. Puis c'est important de s'informer. C'est un sujet, comme on le disait en début d'entrevue, tabou, mais qui mérite d'être abordé à tous les niveaux. Parfait. Bien, merci beaucoup, Elle. Fait à plaisir. Une prochaine chronique. Bye. Bye-bye. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt, l'horloge biologique. Pierre et Ghislain. Oui, selon un article de Mme Isabelle Burguin, qui travaille pour l'agence Science Presse. L'article s'appelle « Le monde appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? » À la base, c'est pas l'heure que tu te lèves ou que tu te couches, mais c'est le nombre d'heures que tu dors. C'est ce qu'on nous dit dans l'article, oui. Une étude canadienne portant sur 435 jeunes adultes de 17 à 38 ans et sur des personnes âgées de 59 à 79 ans s'est penchée sur l'aspect psychologique. Et chez les plus de 60 ans, la majorité déclarait être lève-tôt à 57% contre 7% des plus jeunes. Un état qui, dans les deux cas, était associé à des émotions heureuses. Donc, ce sont des gens qui sont plus de bonne humeur. Oui, c'est aussi la génétique. Les personnes âgées dorment moins d'heures aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Et ce que dit cette étude, nous dit une psychologue, Mme Emmanuelle Bastille-Denis, c'est que les lève-tôt naturels éprouvent plus d'émotions positives, justement. Les auteurs notent d'ailleurs que la société est mieux adaptée aux matinaux. Elle nous dit que c'est possiblement pour cette raison qu'ils ressentent davantage d'effets positifs. Rares sont les employeurs qui permettent à leurs employés d'arriver à midi pour rester jusqu'à 22 heures. Et c'est certain que quand on arrive au travail tôt avant tout le monde, on est beaucoup plus d'attaques, si on veut, quand la journée commence pour vrai. Ça, c'est certain. C'est plus parce qu'il n'y a pas de collègues dans le bureau. Il n'y a pas de collègues, mais on a le temps d'être très réveillé avant que les autres arrivent. Ça, c'est sûr. Là. Benjamin Franklin prétendait que les lève-tôt étaient aussi plus sages. Peut-on vraiment associer de meilleures performances cognitives à ceux qui sautent du lit au chant du coq? Des chercheurs ont tenté d'établir un tel lien à l'école. Et deux analyses récentes assurent que de se lever tôt serait lié à une meilleure performance académique. La première, parue en 2015, passait en revue 31 études de l'école primaire à l'université et la seconde, en 2016, se penchait plus particulièrement sur les habiletés cognitives. Dans la première analyse, on peut lire que les lève-tard ont généralement des notes moins bonnes que les lève-tôt. Mais ils ont plus de fun. Peut-être. Mais la différence sera plus réduite à l'université qu'au primaire. Or, il faut se rappeler que l'emploi du temps à l'université est plus flexible. Et un chercheur de l'Université Concordia, M. Brad Aon, dit « Les scientifiques avancent que les gens qui se lèvent habituellement tard manquent de sommeil parce que l'horaire scolaire les oblige à se lever tôt. C'est le manque de sommeil qui contribue énormément à la mauvaise performance académique. » La deuxième analyse suggère aussi que les gens qui se lèvent tard auraient de meilleures capacités cognitives, mais paradoxalement une moins bonne performance à l'école. C'est étrange. Et dans le monde du travail, en gros, on nous dit c'est chou blanc là aussi, c'est-à-dire pas vraiment de conclusion. De nombreuses études montrent que se lever tôt ou tard ne fait pas une si grande différence sur la performance au travail. Sa récente étude montre plutôt qu'une bonne performance dépend de nombreux facteurs,
comme la capacité à être multitâche ou monotâche, l'ambiance au travail, la satisfaction personnelle, l'autonomie, un emploi du temps plus flexible. Monsieur Brad Aon nous dit « Il me semble que se lever tôt ou tard n'est pas vraiment la chose la plus cruciale au succès, mais plutôt la manière dont nous gérons notre temps. » Finalement... Non, je le dis, certaines entreprises étaient assez innovatrices dans le sens que elles évitaient de tenir des réunions avant 10 heures pour permettre aux gens, au lieu plutôt que d'être stressés dans le trafic, de permettre aux gens d'être sûrs d'être arrivés à 10 heures et jamais après 16 heures au cas qu'il y a des imprévus. Le café a eu le temps de faire effet? Non, mais aussi pour pas que les gens se sentent dans l'heure de pointe vraiment stressés pour arriver à l'heure à leur réunion. Fait que déjà, ça donnait une meilleure ambiance, une meilleure satisfaction à l'employé. Le verdict, c'est que les lève-tôt ou les lève-tard, peu importe, vous pouvez jouir de la même façon d'une bonne santé et d'une intelligence aiguisée. L'important ne serait pas tant de sauter du lit aux aurores, mais de veiller sur la qualité et la quantité du sommeil. Pas toujours facile dans une vie moderne dominée par la course à la performance. Et notre horloge biologique porte bien son nom. C'est notre biologie qui détermine si nous sommes plus efficaces à un moment de la journée ou à un autre. Moi, personnellement, je suis plus éveillé tard. Je suis plus un tardif que... Oui. On est tous les trois, je pense. Ouais. Je pense aussi que considérer les gens qui se lèvent tôt, il y a quelque chose qui considère que c'est moralement plus acceptable. C'est vrai. Il y a quelque chose de dire que c'est... souvent, le mépris vient aussi pour les gens qui ont des horaires atypiques. Peut-être aussi, ça s'est fait à cause de la lumière normale du jour. Le soleil se lève et se couche. Donc, oui, mais se coucher tard et se lever tard, c'est associé aussi à la paresse. Aussi, au manque de... Et c'est de ne pas suivre la nature, en fait. Et je pense que ça devient des agriculteurs qui se lèvent tôt et travaillent très tôt. Mais eux, ils ont l'avantage de ne pas voyager parce qu'ils vivent dans leur ferme. Mais ils commencent, eux, très tôt. Ça vient, on est des peuples qui ont conçu. Et on nous dit, en terminant, en fait, nous n'avons pas une, mais plusieurs horloges biologiques dans notre corps, au sein du cerveau et des organes, jusqu'à la cellule. L'éveil et l'endormissement, la température corporelle et le métabolisme cellulaire s'opèrent en phase avec ce mécanisme complexe. Et à ce mécanisme s'ajoute une composante qui varie avec l'âge et le vieillissement et qui serait soumise aux stimulations de l'environnement avec une limite, comme le savent les travailleurs de nuit. Chez eux, il semble acquis que le dérèglement de leur horloge biologique peut nuire à la santé. Oui, surtout quand la lumière passe de la nuit au jour. Oui, ça, c'est ça. Mais il y a aussi il y a peu de gens qui peuvent dire, par exemple, qu'ils ont un sommeil de 7 à 8 heures vraiment satisfaisant. Tu sais, c'est rare, les gens, il y a tout le temps des facteurs extérieurs, que ce soit du bruit ou de la lumière. Mais il y en a qui ont le sommeil dur, comme on dit. Oui. Ou ceux qui ont des enfants, c'est un sommeil surtout très petit, c'est difficile. Mais c'est pour ça que peu de gens peuvent dire j'ai 7 heures, 8 heures de très bon sommeil. J'en connais pas beaucoup. Mais mon père était comme ça. Oui, il réussissait à dormir. Il y avait le sommeil dur puis très stable. C'est toujours aux mêmes heures. Ça, c'est bien parce que c'est sûr que ça donne une meilleure stabilité comme on dit, c'est le nombre d'heures. Oui, exactement. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là, l'horloge biologique. Merci, Ghislain, pour ta participation également à Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons accompagnées de Ghislain Malo. Oui. Alors, on écoutait en début d'émission de cette édition de Folie douce, j'ai retrouvé mon mojo. De la chanteuse Anaïs. On a pu entendre Amour à mort. De Ludo Pin. Dans la deuxième demi, on a entendu Senja. De la Féline. Et à l'instant, Windigo. De Alexandre Désilet. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que tes blocs Espresso et Espresso en Auger où on a parlé de l'horloge biologique. Merci donc pour ces excellents sujets. Cet excellent sujet. Je remercie nos invités en début d'émission, le Dr Simon Patry et Dr Morgane Lemasson. On a parlé ensemble des électrochocs, donc un sujet qu'on a appris à mieux connaître. Notre collaboratrice F. Cardinal était aussi des nôtres en début de deuxième demi. Il nous a parlé pour sa part de sexualité et santé mentale. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop bop do bop do bop 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 da da bop 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 bop